accro au porno, accro à l'amour ou dépendant affectif, même combat. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes concerné car ce sont les mêmes mécanismes. Bonjour à tous et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai dirigé une agence de rencontres, j'ai écrit 4 livres et je suis experte en problématiques amoureuses et bien sûr aussi en problématiques de sabotage qui sont souvent liées. J'accompagne les hommes et les femmes à être heureux en amour, quel que soit leur passé, et je leur donne à la fois les actions qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif et en même temps les raisons de leurs échecs précédents. Surtout, restez jusqu'au bout. C'est une conversation extrêmement dense et puissante. Vous allez apprendre plein de choses. C'est très riche. Et ne ratez pas cette conversation qui va vous donner des tas de clés qui sont disséminées tout au long de l'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Théo. J'ai découvert qu'il avait une chaîne qui était dédiée aux addicts du porno. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Théo était un ancien addict et qui s'en était sorti. Et c'est très intéressant d'être avec quelqu'un qui sait comment ça se passe en fait quand on galère dans sa vie sentimentale, sexuelle ou amoureuse, parce que c'est quelqu'un qui connaît son sujet et du coup qui est plus à même d'aider les autres que s'il travaillait sur l'addiction sans avoir été lui-même addict. Et c'est bien le problème parce que j'ai beaucoup de coachés qui sont addicts à la beuh, chichon, à l'alcool, à la séduction, à la sexualité, aux crises de nerfs, à toutes les substances possibles et imaginables, au sucre évidemment, et qui ont été voir tous les addictologues de France et de Navarre pour finalement être toujours au même point. C'est-à-dire, en gros, ils cohabitent avec leur addiction, mais ils ne sont pas libérés de leur addiction. Ça peut être des addictions au porno. Pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, tu vas me dire, Léo, que tu n'es pas tout à fait d'accord, que ce qui se passe dans le porno, ce n'est pas pareil que ce qui se passe quand on boit, quand on fume ou quand on se drogue. Ouais, salut Bénédicte, merci de l'invitation sur ta chaîne. Alors effectivement, le porno pour moi, c'est une addiction. Clairement, c'est quelque chose qui est pas très connu encore en France parce que on est assez en retard par rapport à ça. Pour information, aux États-Unis, par exemple, ça fait 8 ans qu'ils connaissent ça et qui sont déjà bien calés sur le sujet. Il ne faut pas mettre toutes les addictions dans le même panier parce que la cigarette, par exemple, c'est une substance aussi. Surtout, c'est la nicotine. D'accord? Tandis que le porno, il n'y a pas de substance. C'est uniquement cérébral. Quand je dis substance, oui, c'est substance peut-être que l'on intègre au cerveau par la stimulation visuelle. Je veux dire, ce n'est pas une substance qui va circuler dans le sang. Donc, le cerveau va faire que tu vas aller chercher des choses auxquelles tu es habitué. Mais alors, ce qui est vrai pour la nourriture ne l'est pas forcément pour la sexualité. C'est là où, effectivement, on se rejoint. C'est-à-dire que toutes les substances, et je pense aux substances qui se boivent et qui se mangent, l'addiction est vraiment terre à terre. C'est-à-dire que si tu es dans un endroit où il n'y a rien à bouffer, ben, tu vas finir par oublier le goût du pain. Ouais. Tu vois, alors que là, dans la sexualité, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle toilette du monde. Ouais, c'est ça. Mais surtout, ce qui différencie l'addiction du porno de, par exemple, l'addiction au sucre ou l'addiction à l'alcool et tout ça, je trouve que ça vient surtout de l'intensité de la stimulation. Parce qu'aujourd'hui, la pornographie, elle est disponible en illimité, gratuitement, et les contenus sont vraiment très, très stimulants pour certains. Et notre cerveau, actuellement, n'a jamais été préparé à ce type de stimulation. Hein, le sucre, il n'y est même pas préparé, il me semble, le sucre. Il me semble que le sucre, ce n'est pas forcément quelque chose de C'est assez naturel récent, encore. hein, ça a 20, 30 ans. Regarde l'obésité aux États-Unis, Voilà, c'est ça. c'est une trentaine d'années. Hein. Et le porno, c'est encore pire, en fait. C'est encore pire parce que on peut regarder en une demi-heure si je prends mon cas, je peux regarder plus de femmes nues en 30 minutes que tous mes ancêtres ont pu en voir. Que tous mes ancêtres, donc c'est ça qui est ouf, et on appelle ça dans le milieu neuroscientifique un supranormal stimulus. Ce sont des stimulations qui ne sont pas censées être possibles en fait dans la vraie vie. Et c'est une sorte de hack, de piratage pour le cerveau qui va littéralement le rendre dysfonctionnel, va créer des choses qui vont perturber son équilibre hormonal et chimique, ce qui va ensuite provoquer des conséquences sur le point de vue personnel, sur le point de vue même professionnel, parce qu'on sait que j'ai fait pas mal de vidéos, mais voilà, ça va atteindre la concentration, ça va atteindre l'énergie au quotidien, l'ambition, la motivation.
Et puis aussi, évidemment, tout ce qu'il y a comme conséquences sexuelles avec les troubles érectiles ou éjaculation précoce ou désir déviant ou extrême. Rassure-toi, l'éjaculation précoce, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et que mes coachés me racontent encore, quoi. Aussi bien chez des garçons de 20, 30, 40, 70. L'impuissance, c'est aussi quelque chose que je l'entends très souvent. Le Viagra chez des garçons de 40 ans, je l'entends aussi, ou 30, c'est très souvent. Alors là, vraiment, la spécificité du porno, je pense que c'est dans la façon de relationner avec l'autre, le jour où on veut une vraie histoire. Mais finalement, tout le reste, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les répercussions sociales, de boulot, de concentration, de honte. La seule différence, c'est qu'un homme jeune peut peut-être se masturber 5 à 10 fois par jour, j'imagine. Quand il va vieillir, il ne pourra pas avoir le même taux d'éjaculation. Mais si tu regardes bien, c'est tout aussi épuisant. Puisque dans tout ce qui est tantrique, on explique que dans le sperme, il y a ce qu'on appelle le bindu. C'est une espèce de goutte. Je te dis de mes vieux souvenirs du tantra, mais en gros, c'est que l'homme devient comme un animal tombé à terre une fois qu'il a éjaculé. C'est-à-dire que quelque chose qui l'épuise. Donc je pense que l'épuisement lié à trop de masturbation, physiologiquement, n'est pas différent de l'épuisement lié à trop d'alcool, trop de sucre, d'une manière générale. Tu vois, je suis un peu… Ok, il y a un épuisement dans les deux cas, mais l'épuisement lié au fait de déverser son énergie sexuelle, hein, j'appelle ça comme ça, on peut appeler ça libido, ça a vraiment des conséquences différentes dans le sens où ça ne va pas provoquer les mêmes changements, les mêmes réactions physiologiques. Par exemple, le sucre, addiction au sucre, qu'est-ce que ça va mettre en jeu? Ça va mettre en jeu plutôt tout ce qui est fonctionnement insuline et hyperglycémie. Ça va effectivement provoquer de la fatigue. Alcool, bon, je ne parle pas des effets de l'alcool. Voilà, l'effet de l'alcool, t'en prends trop, tu es complètement bourré, ok. Mais la libido, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose quand même de très puissant. Hein. Tu parlais des gouttes. Alors, moi, ce que je sais, c'est que quand tu éjacules trop souvent, tu perds ta testostérone. Et pour un homme, la testostérone, c'est ce qui le fait vivre, en fait. C'est ce qui lui permet d'avoir des projets, des objectifs, de l'ambition, de la motivation dans sa vie. Et je veux dire, la testostérone pour un homme, si tu lui enlèves, il devient dépressif. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'hommes qui se masturbent devant du porno, déprimés et tomber en crise de dépression. Tu vas me dire, oui, aussi, il se passe ça pour l'alcool et aussi pour d'autres addictions. Mais je trouve que l'impact est encore plus profond pour un homme qui se masturbe très régulièrement parce que ça touche vraiment à son énergie masculine. Le masculin, c'est l'action, la direction, la prise de position. Quand tu es complètement shooté comme ça, forcément, tu passes ton temps chez toi à dormir. Si tu as le shit pas agressif, tu passes ton temps à procrastiner. Donc je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est similaire. Et là où la différence est flagrante, et je te rejoins, c'est que quand tu arrêtes de boire, de prendre, de fumer des joints, tu as une vie sexuelle à peu près normale, entre guillemets. Hein. Ça ne veut rien dire ce mot. Tu t'arrêtes et tu repars dans la vie. Alors que quand, effectivement, tu arrêtes le porno, après, je ne sais pas comment tu travailles, mais tu as plein de formations là-dessus. Quand tu arrêtes le porno, dans ta tête, tu es encore habillé en Hulk avec ton truc de dominant. C'est une métaphore, évidemment, tu as compris. Et dans ta tête, effectivement, comment tu vas aborder la fille? D'autant plus que tu as honte de ton passé. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à regrouper toutes les addictions dans le même sac. Et c'est une erreur qu'il ne faut pas faire, notamment par exemple pour l'addiction au porno. Alors certes, il y a certains mécanismes au niveau psychologique, au niveau cérébral qui vont être redondants, mais l'impact que peut avoir une addiction ne sera pas forcément la même qu'une autre. Une addiction à l'alcool ne va pas avoir des impacts sur la sexualité, sur les relations sentimentales. Ok, ça peut avoir un impact, mais je veux dire, dans la représentation de la sexualité. Allez, je vais aller encore un peu plus loin. Ça peut avoir un impact, mais le porno, ça a vraiment des conséquences très particulières, surtout si on a démarré jeune. En tout cas, les hommes que j'accompagne, c'est souvent, ils ont démarré dès l'adolescence, voire l'enfance. Pour certains, peut-être un petit peu plus, pour ceux qui ont maintenant 35, 45, voire plus. Ils ont démarré avec des magazines, des cassettes et tout ça. Mais en tout cas, pour la génération actuelle, ils commencent très jeunes avec du streaming illimité, chose qui n'était pas le cas il y a des années de ça. Quand tu as été addict à la pornographie, ce n'est pas le simple fait de rester éloigné de la pornographie ou d'arrêter de se masturber qui va
te faire guérir. Contrairement à l'alcool, par exemple, bah, si, le fait de rester derrière l'alcool, c'est la solution. Maintenant, évidemment, il faut un moyen pour faire ça. Et je ne suis pas spécialiste en addiction à l'alcool, mais voilà, l'abstinence ne suffit pas forcément. Et dans le porno, justement, moi, par exemple, je suis un cas typique. J'ai démarré, j'avais environ 13 ans. Et petit à petit, ma consommation a augmenté, ma fréquence et le type de contenu que je regardais aussi. Je suis passé du contenu soft à du contenu un peu hard, un peu extrême. Et ça a eu vraiment un rôle dans mon éducation sexuelle, au point que ce qui m'excitait ensuite dans la vraie vie, ce n'était pas d'avoir des rapports sexuels un peu soft, mais vraiment de considérer la femme comme un objet sexuel, d'être violent, de montrer une certaine forme de domination. Et malheureusement, quand on veut arrêter le porno, ce n'est pas le simple fait d'arrêter le porno qui va nous faire arrêter de nous comporter comme ça. Et le problème, c'est qu'avec une représentation telle de la sexualité, comment ensuite construire une relation de couple saine et épanouissante avec une femme qui n'a pas du tout ces attentes-là, qui a des attentes plutôt romantiques et respectueuses entre les partenaires. Être addict au porno, c'est aussi malheureusement avoir déformé pour certains sa représentation de la sexualité, sa représentation, sa vision des femmes, son rapport aux femmes, dans le cadre, en tout cas moi, de mon expérience hétérosexuelle. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce que j'ai compris moi, tu me dis si je me trompe, c'est que tu es plutôt du côté du dominant dans la sexualité. C'est ça qui te plaisait. Il se trouve que toi, c'était du côté dominant, mais je pense que ça peut être tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que tu peux, dans le porno, trouver des talons aiguilles qui t'écrasent le sexe et jouir de la même façon. Et donc, je pense que la thématique choisie va être en rapport avec la personnalité. Bien sûr. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui vient du porno, qui a été addict, mais qui a été soumis, un autre qui a été plutôt dominant. Tu peux en trouver un autre qui a eu des fantasmes homo alors qu'il est totalement hétéro. Et je pense que c'est une des variantes. Ça peut être une escalade de violence ou ça peut être la même chose de 1000 versions différentes. Oui, totalement. Après, aujourd'hui, le porno est gratuit pour la majeure partie des contenus. On est limité, oui. On trouve de tout, vraiment de tout, dans toutes les catégories. Des enfants, des chiens. Ouais, donc après, ça, malheureusement, notre cerveau y est pour quelque chose. Hein. Il n'est pas préparé à ça. Il n'est pas préparé à avoir autant de déviance sexuelle. Avant, il était bridé par l'imagination. Et aujourd'hui, il n'a plus de filtre avec tous les sites porno. Donc, ça laisse cours à des fantasmes plus farfelus les uns que les autres, en escaladant justement le niveau de déviance, d'extrême et tout ça. Et oui, tu as l'air d'être convaincu de ça. Et c'est vrai que ça me fait tilt. Mais effectivement, le type de porno qu'on va regarder a souvent un lien avec les blessures que l'on a. Typiquement, moi, par exemple, je sais que j'ai majoritairement dans ma vie souffert de la blessure du rejet. Donc forcément, tu veux contrôler. Voilà, moi, c'est le contrôle qui m'attire. J'accompagnais aussi un homme qui était plutôt attiré vers du contenu dominant. Après avoir fait un diagnostic de son profil, j'ai remarqué qu'il avait plus la blessure de l'humiliation. Tu vois, donc c'est des choses qui rentrent bien ensemble, qui s'imbriquent bien. Ça va très très loin parce que j'ai un de mes coachés qui lui avait une compagne et son truc porno c'était frénétique aussi et c'était surtout sur l'humiliation et la domination. Et il est venu parce que sa compagne ne supportait plus. Mais qu'est-ce que tu découvres? C'est qu'en mai 68, son père, qui devait être prêtre, qui était au petit séminaire, a fauté sur les barricades, a mis une fille enceinte qu'il a dû épouser. Et lui, il était dans le ventre de cette femme. C'est pour ça que le père a renoncé à sa posture de prêtre. Et si tu regardes bien au-delà du porno et en parallèle du porno, quelque part, la sexualité a empêché son père d'être prêtre. Et lui, il est obligé de transgresser à la hauteur de la puissance de l'Église. Donc, l'Église a eu un pouvoir de moins en moins, mais l'Église en Occident a eu un pouvoir très important. Enfin, encore les propriétés de l'Église, le Vatican, enfin, c'est pas rien. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre face à l'Église à part ma violence et ma puissance? Donc, en réalité, le jour où il a compris que c'était pour contrebalancer le poids de l'Église, parce que son père, évidemment, à cause de lui, avait dû interrompre son avenir de prêtre, ce jour-là, son fantasme s'est calmé. Du jour au lendemain, son besoin de domination est tombé. Et
bizarrement, une fois qu'il est redevenu, entre guillemets, classique, la meuf l'a quitté. Parce que probablement, elle aussi, elle venait d'Afrique avec un bokassa quelconque et une éducation dominante. Et elle était étudiante postdoctorante, hein, donc c'était une fille tout à fait cortiquée. Et c'était lui qui avait écrit sa thèse. Et je pense qu'ils étaient dans une espèce de rapport où à la fois elle s'en plaignait, puisque c'est elle qui est venue avec lui, mais à la fois, quelque part, ça réactivait quelque chose d'elle. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir, lorsque tes coachés passent du porno à la vraie vie, c'est intéressant d'analyser la teneur de leur fantasme. Alors, c'est pas toujours quelque chose qu'on partage facilement parce que ça fout la honte, quoi. Mais dis-moi ton fantasme et je vais pouvoir t'aider à te débrouiller parce que dans la relation sexuelle que tu vas entretenir après, il y a de fortes chances que tu retrouves un angle ou un autre de ton fantasme. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, toi, tu me dis si je suis indiscrète, hein, dans ta relation amoureuse, aujourd'hui, puisque tu m'as dit que tu étais en couple, est-ce que tu es plutôt dominant ou dominé? Ou est-ce que tu es vraiment kiff-kiff? Non, forcément, j'ai toujours en moi ancré profondément une posture plutôt de domination. Mâle. Ouais, c'est ça. Tu es le mâle alpha. Alors, je ne sais pas si je le suis actuellement, mais, mais c'est effectivement ce que mon cerveau recherche pour produire de l'excitation. Ça, c'est clair et net, parce que j'ai été conditionné à ça pendant très longtemps et que du coup, il y a encore des ramifications qui sont là. Donc, le but aussi, c'est de travailler sur moi pour essayer de m'éloigner le plus possible de ces types de fantasmes parce qu'ils ne partent pas comme ça, en fait. Ils ne partent pas comme ça. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, tu parles du rejet. C'est ce qui a amené donc ton envie de domination dans le fantasme. Mais tu vois, finalement, on fait comme ou on fait contre. Donc, tu aurais pu être complètement rejeté en permanence et te faire rejeter. Et tu pourrais être avec une fille qui serait un peu cruella et qui te traiterait par le mépris. Tu as choisi de rester sur je veux prendre ma place et je ne veux plus jamais être rejetée. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est d'arriver à faire les liens entre le besoin, la pulsion et le passage à l'action. Et si tu as les trois trucs, par rapport à tes coachés, si tu les interroges, parce que j'imagine que tu vas assez loin, si tu regardes un petit peu le type de contenu et leur évolution, puisque tu es passé par là, je suis certaine que tu peux les amener à faire des liens. Bien sûr. Avec leur choix. Et c'est là, je crois, que la prise de conscience, c'est 50% de la révolution. Ensuite, c'est effectivement le fait de changer une habitude. Et c'est ça qui est plus difficile. Donc, je pense que la pulsion sexuelle, elle a toujours été… Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle va structurer le cerveau autrement, probablement. L'addiction est menée par les pulsions sexuelles. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, un homme est sujet à vraiment avoir un manque de contrôle vis-à-vis de ses pulsions. Si on prend spécifiquement, par exemple, la pornographie, quelqu'un qui va se masturber compulsivement, régulièrement et de façon excessive dans de la pornographie, il va se laisser emporter par ses pulsions. Et se laisser emporter par ses pulsions sexuelles, c'est pas seulement se laisser emporter par ses pulsions sexuelles, c'est aussi se laisser emporter par toutes ses autres pulsions dans les autres domaines de sa vie. Et justement, il me semble que tu m'avais dit que les pulsions, ça pouvait être aussi présent dans d'autres cas, c'est ça? Notamment la dépendance affective? Oui, alors en fait, je me souviens quand j'ai été aux réunions de ce que j'appelle les obsédés sexuels anonymes. Mais en fait, ça s'appelle les DASA, c'est dépendants affectifs et sexuels anonymes. Et j'y suis allée pour la partie love. Et donc là-bas, tu arrives, bonjour, je m'appelle Bénédicte, je suis dépendante affective et sexuelle. Et en fait, tu as 80% des hommes qui sont accros au sexe et qui se font virer de leur boulot parce qu'ils vont se masturber dans les toilettes. Et tu as 80% des femmes, tu en as quelques-unes qui sont très chaudes aussi, mais qui sont accros au romantisme. Il y en a même qui, par exemple, qui sont obèses et qui vont faire chauffer des mecs pendant des mois en envoyant des photos. Et en fait, parce qu'elles ne peuvent pas se montrer, parce qu'elles sont obèses ou qu'elles ont pris 30 kilos depuis la photo. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est toujours en lien avec la sexualité, que ce soit de l'affect ou du sexe. C'est vrai que tu as moins de chances de perdre ton boulot si tu es une accro au romantisme et que tu as tous les soirs des mecs qui fantasment et qui disent qu'ils t'aiment alors qu'ils t'ont jamais vu. Mais c'est quand même un mode de vie où tu passes ton temps à chercher des nouvelles proies, des nouvelles victimes, et ça te bouffe toute ton énergie. Alors, pas forcément de la même façon. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer, comme tu l'as dit dans la dépendance affective, que finalement, c'est une espèce de pulsion. Alors, il y a deux sortes de dépendance. Il y a la fille qui vient de rencontrer un gars ou qui est même encore au niveau du chat, et le gars commence à disparaître. Alors, ça la met dans tous ses états. Et puis, tu as la fille qui a déjà vu le gars et le gars disparaît. Puis, tu as celle qui est
avec lui et qui m'appelle en disant il m'a pas écrit, qu'est-ce que je fais, j'en peux plus, je vais chez lui, le salaud, il me trompe, et ça génère des comportements qui sont d'une violence intense, surtout quand ta fille se déplace et qu'elle fait une crise. Ouais, t'es avec une poufiasse, etc. Et donc ça peut être une des conséquences de la dépendance affective. Elles sont là en train de ramper, d'en crever, d'accepter que le gars vienne à 4h du matin faire sa petite affaire et partir, par exemple. Et je leur dis, vous pouvez bien sûr le faire, mais vous allez vous retrouver à vous dégoûter le lendemain, il va disparaître encore pendant 3 semaines, le temps qu'il ait à nouveau envie de vous, parce qu'il en a 3-4 en même temps, par exemple. Et la seule chose que vous puissiez faire, c'est de transformer l'énergie de l'angoisse, de la dépendance, en une action positive, c'est-à-dire au service de votre cause. Ça te parle? Oui, totalement. Totalement. Comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de nos fantasmes pour comprendre un peu comment on fonctionne. Comme moi, par exemple, le fait de rechercher le contrôle dans ma sexualité, il y a des raisons pour ça. Ça montrait clairement qu'il y avait de l'insécurité, peut-être de ma part. Et cette insécurité-là, ensuite, on la retrouve forcément dans la vie de tous les jours. On ne la retrouve pas que dans le domaine sexuel, que dans les rapports. Donc, effectivement, pour ma part, c'est important de comprendre aussi quelles blessures on a, notamment pour les régler, tout simplement, pour se sentir mieux et pour éviter de tomber dans la dépendance affective, qui est quelque chose que je retrouve très souvent chez les personnes que j'accompagne et qui sont en général addictes au porno et à la masturbation, et qu'il faut impérativement réussir à comprendre, à conscientiser et à régler. Alors, pour ma part, c'était souvent ça. Je me prenais du rejet de la part d'une femme et je me sentais mal. Et du coup, j'allais me vider dans la pornographie, où j'allais me vider de frustration, me faire du bien pour éviter d'avoir à faire face à ces choses-là. Et clairement, aujourd'hui, mon estime est largement plus construite et plus solide. Et c'est pour cette raison aussi que je ne me masturbe plus devant du porno. C'est parce que j'ai réussi à retrouver une estime solide et durable qui me permet de ne plus me cacher derrière un film porno lorsque potentiellement quelqu'un me rejette. Parce que la blessure du rejet, ce n'était pas uniquement vis-à-vis des femmes, c'était vis-à-vis de tout le monde, en fait, de mes proches, de ma famille, des gens dans la rue. J'étais quelqu'un qui voulait être aimé de tous, qui ne voulait pas faire de disputes. Donc forcément, c'est là où ce qui est intéressant, c'est quand on veut arrêter le porno, quand on veut reprendre le contrôle de son addiction, ce n'est pas seulement des bénéfices en termes ouais, j'arrête, j'ai plus d'addiction. Ça a vraiment un impact sur tous les domaines de sa vie. Je dis bien ça, c'est en général quand on arrête le porno, on transforme sa vie parce que vraiment, il y a des possibilités extraordinaires qui s'ouvrent à nous parce qu'on apprend mieux à se connaître et ensuite à devenir plus heureux au quotidien. Mais toute addiction transforme, parce que quand tu sors de l'addiction, tu as traversé des telles ombres que de toute façon, tu n'es plus la même personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux Alcooliques Anonymes, les gens qui te soutiennent le plus sont d'anciens alcooliques qui te donnent un téléphone que tu peux appeler quand tu as envie de boire. Mais tu as dit un truc là qui m'a fait tilt aussi. Ça aurait été intéressant, et je m'adresse aussi à tous les gens qui sont addicts au porno. Par exemple, dans ce que tu dis très clairement, le rejet. Alors, ça amène 2 choses. D'abord, une clé, c'est finalement qui voulais-tu dominer? Qui voulais-tu contenir de ton histoire qui a fait que tu as choisi d'être dans la domination? Et par exemple, tu aurais pu aussi avoir été maltraité et rechercher la même humiliation, qui est une forme d'amour. Ce qui explique pourquoi il y a des gens qui vont, comme tu parlais du rejet, qui va faire que tu vas te consoler, mais pour moi, quelqu'un qui est rejeté peut se consoler dans n'importe quoi d'autre que du porno. Dans du sucre, dans de l'alcool, dans le petit chichon, etc. Mais il y a beaucoup de gens, et c'est là où c'est un lien avec le sabotage, qui vont générer le rejet, le sabotage en fait. Je pense à une coachée qui, où qu'elle arrive, les gens la détestent. Exactement comme dans sa famille, elle devient le punching ball. Et ben, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de générer du rejet parce que c'est ce qu'ils connaissent. C'est presque un mode opératoire. Du coup, ils sont rejetés, donc ça justifie leur consolation. À preuve, combien de fois j'entends les gens dire « Ah ben c'est mon anniversaire, je me fais plaisir ». Donc le cadeau consolation, c'est quelque chose qui contrebalance une frustration,
une situation pourrie qui s'est présentée et qui peut-être est une situation anodine du style, je sais pas, un truc administratif qui va prendre 3 semaines de plus. Tu te retrouves par l'ascenseur du temps propulsé dans l'enfance et tu te retrouves à vivre une situation anecdotique avec une violence d'enfant rejeté, battu, méprisé, transparent. Et donc, dans le porno, il y a à la fois la mise en scène, parce qu'on devient l'acteur, on se projette dans un des personnages, forcément. On est en train de vivre la situation. Donc, il y a la mise en scène de la blessure d'enfance, avec une forme de résolution qui vaut ce qu'elle vaut, et on n'est pas là pour la juger, puisque chacun fait comme il peut, mais qui va être ce que j'appelle une consolation. Non, mais clairement, c'est très intéressant et très enrichissant d'aller chercher dans le passé qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre aujourd'hui comment on fonctionne. Maintenant, c'est une part, effectivement, la compréhension. J'ai remarqué que beaucoup des hommes que j'accompagne, en tout cas, trouvent du sens et de l'importance dans le fait de revenir un peu dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé, pour se sentir plus prêt, plus d'attaque, pour se concentrer dans le présent et pour éviter de marcher sans savoir où ils vont, sans savoir pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés jusqu'ici. Maintenant, il faut faire attention aussi à pas que ça devienne une sorte de croyance, refuge. de refuge et surtout de croyances paresseuses en se disant du style tant que je ne saurais pas pourquoi je suis comme ça, je ne peux pas avancer. Ça permet de souvent, continuer, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est un prétexte. Voilà, exactement. Moi, en tout cas, je me concentre sur le présent et le futur. Je ne suis pas psychiatre. Je ne me concentre pas sur le passé. J'amène quelques pistes, éventuellement quelques pistes de réflexion. Mais mon domaine d'action, c'est vraiment le présent et le passé et le futur. Quoi faire exactement maintenant pour vraiment se libérer de tous ces blocages et réussir ensuite à pouvoir arrêter le porno et la masturbation pour retrouver une sexualité épanouissante. Alors, tu dis qu'il ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Donc, toi, ton conseil, c'est d'alléger. Pour quelqu'un qui se fait ça 5 ou 6 fois par jour, c'est de passer à 1 ou 2 fois par jour. Non, je ne suis pas de cette école-là. Parce qu'il y a 2 écoles, comme pour tout. Là, c'est comme pour la clope. Soit tu arrêtes d'un coup, soit tu diminues petit à petit. Pour tout, il y a des écoles. Ouais. J'ai juste voulu un peu te poser des questions pour montrer le cheminement et pour vraiment montrer aux gens qui nous écoutent que dans le porno, il y a quelque chose en plus. Et c'est malheureusement pas un supplément d'âme, c'est un supplément de merde, quoi, un supplément de problème. Parce que ce garçon-là, quand il va vouloir rencontrer l'amour, il va être complètement paniqué. Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus. Et tous les gens disent, ouais, il faut attendre d'être prêt, parce que tu comprends, tant que tu t'aimeras pas, tu pourras pas aimer quelqu'un. Je dis, attends, si tu attends de t'aimer, tu vas crever sans avoir aimé quelqu'un, ni avoir été aimé. Moi, je dis toujours aux gens, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Alors, quand ils sont vraiment abîmés, il faut prendre un peu le temps d'avoir atteint une espèce de plateau. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu es accro au porno, c'est ce que moi je conseillerais. Si j'avais, d'ailleurs je te l'enverrai, mais si j'avais quelqu'un qui venait me voir pour ça, je lui dirais, bon, bah, on va avoir une vie un peu comme dans Manhattan, le film, c'est-à-dire que tu auras une vie la nuit, une vie le jour, tu fais tes trucs porno, mais le reste du temps, ça t'empêche pas de dater, de rencontrer des nanas. Et comme de toute façon, la question du sexe se posera pas tout de suite, tout l'enjeu, c'est d'arriver à ce que le gars soit assis à une terrasse, enfin une terrasse là c'est peut-être pas d'actualité, mais que le gars puisse marcher dans un parc avec un soleil frémissant à côté d'une fille. Déjà, s'il arrive à faire ça, je pense que j'improvise parce que je me suis jamais posé la question, mais je pense que ce que je te dis, tu as déjà dû l'étudier de façon beaucoup plus poussée que ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien ta vision des choses parce que il y a beaucoup des hommes qui sont addicts au porno s'effondrent dans un pessimiste quotidien en se dévalorisant, en se disant je suis addict au porno, je vaux rien, je vais intéresser personne. Et ça, c'est vraiment contre-productif. C'est très contre-productif et ce n'est pas un état d'esprit qui va permettre de s'en libérer plus facilement et rapidement. La question, c'est comment réussir à être un addict au porno heureux, comment réussir à faire son sevrage au porno et à la masturbation, tout en voyant les opportunités qu'on peut avoir autour de soi. Et il faut faire cet effort-là quand même un peu d'arrêter de se mettre l'étiquette. Je dis beaucoup addict au porno parce que c'est un mot-clé que beaucoup de personnes connaissent. Mais moi, une fois que je travaille avec quelqu'un, on enlève ce mot d'addict au porno parce que ça met une étiquette. Et cette étiquette, elle ferme énormément de portes et d'opportunités, comme tu disais, en disant je ne suis pas prêt encore, je n'ai pas réussi à me libérer de mon addiction au porno. Une addiction au porno, quand on se masturbe 5, voire
plus de fois par semaine devant du porno, 10, peu importe, ça ne se règle pas en 2 semaines. Hein, ça se règle en plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années. Et clairement, si tu attends plusieurs années avant de vraiment faire les efforts pour aller voir un ou une partenaire, eh ben, t'en perds du temps. T'en perds du temps. Maintenant, effectivement, il ne faut pas se fermer des portes quand on a un passif avec la pornographie, mais il ne faut pas non plus s'en ouvrir trop. Parce que ben, si tu t'ouvres trop de portes et tu commences à aller voir à droite, à gauche pour avoir des relations sexuelles ou quoi que ce soit, il faut faire attention parce que du coup, ça rentre dans le cadre, pour moi en tout cas, c'est pour moi une ramification de l'addiction au porno, c'est-à-dire rechercher le plaisir immédiat, rechercher le sexe à tout prix, rapidement, et ne rien désirer d'autre. Donc oui, je suis totalement ouvert à faire des rencontres et à essayer plutôt de se reconnecter avec la réalité, parce que le porno déconnecte de la réalité et le porno nous pousse vers la matérialité, vers le physique uniquement, le sexe, le plaisir, et non pas vers la connexion humaine et le rapport à l'autre. Donc, c'est très important aussi de reconstruire ça et il ne faut pas non plus attendre des années, sauf évidemment si tu es vraiment au fond du trou et que tu n'as vraiment aucune estime de toi. Il faut rebâtir un petit peu en mettant des actions en place, en reprenant le contrôle de son quotidien, de sa vie, pour se sentir un peu mieux et dégager un peu plus de positif pour ensuite aller parler à des femmes ou des hommes. Mais tu vois, moi, je t'ai parlé d'une promenade dans un parc et pas de remplacer l'addiction au porno par une addiction à la sexualité fréquente. Parce que 5 à 10 fois par semaine, moi, ça ne me paraît pas très choquant. Hein. Pour quelqu'un de jeune, de se masturber 5 à 10 fois par semaine, ça va. Hein. C'est pas... Pour moi, ça l'est. Pour toi, ça Tu l'est. vois, c'est ouf. Ouais. C'est parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a une forte libido. Ce qui m'inquiète, c'est 5 à 10 par jour. Là, oui. Même, tu vois, Bénédicte, 5 à 10 fois, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal le contenu que je fais parce que les gens ont tendance à croire que je suis contre la masturbation et tout ça. Et ce n'est pas le cas. Moi, ce que je pointe du doigt aujourd'hui, c'est une société hyper sexualisée. On met le corps des femmes en avant, du moins du point de vue hétérosexuel. Hein. On met le corps des femmes en avant et tout a trait au sexe. J'ai l'impression que tout devient de plus en plus sexuel. Je regardais une série justement avec ma compagne juste avant là, et je lui faisais la remarque, mais regarde maintenant, quand il y a des couples qui font l'amour, on montre tout. Enfin, avant. Toi, aux États-Unis, ils ont des soutiens-gorge. Non, mais je veux dire, une scène avant, quand j'étais plus jeune, je regardais des films et genre on les voyait, ils allaient dans la chambre. Ils s'embrassaient, puis c'était fini, ouais. Ils embrassaient, ensuite on voyait le lendemain, ils se réveillaient. Maintenant, bah, on voit quand même, on voit pas les organes. Mais... Non, mais ils se plaquent contre le mur, un truc complètement hystérique dans un ascenseur. Ils sont là, je te arrache tes vêtements, comme si toutes les scènes de sexe commençaient par s'arracher les vêtements et se plaquer contre le mur. Il n'y a que dans les films américains qu'on voit ça, parce que c'est pas vrai dans la réalité. Mais là où je voulais en venir, c'est que aujourd'hui, il y en a beaucoup des hommes qui se cachent derrière cette excuse. J'ai une forte libido. J'ai une forte libido aussi. Ça, j'ai remarqué que c'est des excuses parce que cette libido, il la provoque. Déjà, par exemple, en s'abonnant à des comptes sur les réseaux sociaux de mannequins ou de femmes qui montrent leur corps dénudé. Donc, la libido, déjà, elle se régule, elle se contrôle. Et bien souvent, ces personnes-là, j'ai remarqué qu'ils ne font pas attention à leur comportement, leur impulsivité vis-à-vis de leur pulsion. Et c'est ça que je pointe du doigt, c'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes estiment avoir une fréquence normale de masturbation, mais quand on leur dit « est-ce que tu peux te contrôler ?» ils te disent « oui, je peux me contrôler ». Tu leur dis 1 mois, ils te disent « oui, pas de problème ». Mais quand ils sont face au truc, ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Donc c'est pour ça que moi, je suis persuadé que beaucoup de personnes qui se disent voilà, 5 à 10 fois, 5, 6, 7 fois par semaine, c'est normal. Bah pour moi, j'aurais de leur dire sur ces 5 à 6 fois par semaine, combien de fois est-ce que c'est compulsif, combien de fois est-ce que c'est vraiment quelque chose de voulu. Parce qu'il y a une différence pour moi entre se masturber par compulsivité et se masturber pour avoir un vrai plaisir, pour se faire du bien. Pour avoir un moment d'intimité, pour avoir une connexion avec soi. Et aujourd'hui, je remarque avec la pornographie notamment, c'est plus la recherche du plaisir à tout prix, la plus grosse stimulation possible, rapidement, sans chercher à vraiment faire durer le plaisir et rechercher aussi à se concentrer sur ses sensations. Et tu vois, dans les stages tantra, sur la sexualité, où les hommes et les femmes sont parfois séparés, on fait des séances de ce qu'on appelle l'autoplaisir.
Et donc, on se fait l'amour à soi-même. Donc, il y a déjà le contexte, les bougies, la musique. Tu vois, tu fais pas n'importe quoi vite fait en pulsion. Et tu es ton amant intérieur, en fait. Et tu te fais l'amour, tu te caresses, tu te masses, etc. Et ça dure genre 2 heures, quoi. Donc, pendant 2 heures, tu entends et tu entends les mecs à côté, Et ça fait bizarre la première fois. Parce que tu sais, quand tu pratiques ça vite fait, bien fait, proprement, voilà, ta petite pulsion, petite angoisse, tout ça, et puis tu rentres là-dedans, tu dis, oh là, il y a tout un monde que j'ignore. Et je pense que les groupes d'hommes, tu vois, pour les gars qui sont accros au porno, ça peut être une très très bonne clé. Parce qu'ils peuvent être accueillis dans leurs différences. Il y a tout un travail sur le masculin qui vont chercher donc le guerrier, l'épée, et aussi la tendresse quand ce sont des types un peu brutaux. Mais je trouve que le stage sur le masculin, c'est une bonne piste parce que ils parlent de leur sexualité. Mais l'aspect positif, c'est qu'ils sont tout le temps en train d'être dans l'action. Ils ne font qu'agir. Tu fais ça pendant une semaine, je peux te dire que ça va bien calmer ton addiction parce que là-bas, tu n'as pas d'ordinateur. Alors peut-être que le gars va se barrer en ville pour aller se masturber, mais il n'aura pas le temps. C'est intéressant ce que tu me dis. Je pense que ça peut avoir un impact effectivement positif sur soi. On se découvre un peu plus, on découvre peut-être ce qui nous manque, peut-être une part comme tu disais, soit de tendresse, soit une part de bestialité. Mais c'est quelque chose qui est bien, mais le problème, c'est que c'est une solution court terme pour moi parce que tu places un individu addict au porno dans un cadre différent de sa vie réelle. Et donc forcément, quand tu me dis il va se lever tôt, il va se coucher tard, dans un cadre comme ça, c'est facile, surtout si tu n'as pas d'ordinateur. Là, par exemple, moi, j'ai un coaché, il est dans l'armée. Et Il n'y a pas le choix. Il fait des stages de 2 semaines, il n'a pas du tout le choix et il est dans son truc. Il fait des manœuvres. Voilà. Et quand il revient, il recommence à zéro. Voilà, il se retrouve dans son environnement dans lequel il est habitué à consommer du porno. Donc forcément, il y a tous ces schémas qui se remettent en place. qui reviennent. C'est pour ça que moi, c'est là où mon action est importante. C'est dans son quotidien, retrouver le contrôle de son addiction au porno pour pas que ça devienne une stratégie d'évitement. C'est pour ça que tu disais, il y a des personnes qui ne sortent jamais de leur addiction au porno. Ouais, parce qu'ils utilisent une stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'ils vont se raccrocher à certaines choses, peut-être des événements, des situations, des contextes pour éviter d'aller consommer du porno. Quand tu pars en vacances, par exemple, avec ta famille ou avec des proches ou seul, peu importe, tu te retrouves dans un lieu différent. Donc, forcément, plein de choses changent. Tu es ultra concentré sur ce que tu fais et motivé. Donc, forcément, là, tu consommes plus trop de porno et de masturbation. Mais tu mets en fait ton addiction en stand-by. Tu le mets en pause parce que quand tu reviens ensuite, ça repart de plus belle parce que tu n'as rien réglé en fait vis-à-vis de toi-même et de ton quotidien. Dans un milieu urbain, en ville, alors qu'il travaille à la base, il travaille à côté, sauf que il ne travaille pas directement et il est dans un environnement de travail. Donc forcément, il ne va pas être dans les meilleures dispositions. Donc on a décidé, par exemple, de dire, OK, la règle, c'est tu rentres de tes manœuvres, tu vas à la campagne pour te ressourcer un peu, pour décompresser. Et ça, par exemple, c'est quelque chose de très facile à mettre en œuvre, de très simple, mais au moins qui va pallier à ce déséquilibre en retour de manœuvre et donc l'éviter d'aller consommer du porno. Je parlais d'action tout à l'heure. Moi, ce que j'ai quand même appris du tantra, parce que j'en ai fait beaucoup, et non seulement dans les rapports hétéros, mais dans les rapports entre soi et le féminin quand tu es une femme, entre soi et le masculin quand tu es un homme. Tout le problème de l'homme, finalement, et si tu veux faire le lien avec le porno, c'est être un homme, c'est ressembler à mon père. Est-ce que je peux ressembler à mon père? Si mon père était un homme sexuellement castré, je peux peut-être devenir le contraire. Et voyant mon père se faire castrer par ma mère qui lui fait le tel du cul tourné, peut-être que je vais devenir accro au porno. Et si mon père a mis son sexe dans tous les vagins possibles, ou mon grand-père ou mon arrière-grand-père a fait plein d'enfants partout, peut-être que je ne vais pas vouloir ressembler à cet homme qui a fait souffrir ma mère et ma grand-mère, ou ma mère ou ma grand-mère. Et je vais donc devenir un homme castré, et le porno peut être une solution aussi pour rester entre soi et soi. Enfin, je pense que le gars qui est accro au porno, finalement, peut-être que ce qui peut l'aider, c'est la perspective d'un avenir amoureux. Mm-hmm. Tu vois, comme tu me dis qu'ils sont très souvent plombés émotionnellement, dépressifs et tout. Penser que c'est possible, en fait. Ah ouais, totalement. Je pense que c'est aussi important. Tu en es la preuve, tu en es l'incarnation. Je me rappelle de quelqu'un, par exemple, j'ai reçu un mail de lui il y a à peine 2 jours qui me dit qu'il est en couple, justement, donc je suis super heureux pour lui. Et il me disait qu'avant,
il était très, il se sentait mal parce que quand il voyait des couples dans la rue, et il se dévalorisait, il se dit putain, pourquoi pas moi? Il était un peu frustré. Voilà, ça c'est être dans un cercle vicieux et pas réussir à s'en sortir. Et donc du coup, ne pas oser aller faire des rencontres, ne pas oser aller briser la glace avec des partenaires potentiels. Et en surmontant ça, justement, il a réussi à rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi la peur de la dépendance affective. Moi, j'ai accompagné quelqu'un, par exemple, qui a une dépendance affective vis-à-vis des femmes et il en a peur parce qu'il se dit, mais putain, je ne peux pas rentrer dans une relation parce que j'ai peur de tout foutre en l'air. D'ailleurs, je pense à une de mes coachées qui a dû éduquer un homme qui avait appris dans le porno. Ok. Et du coup, elle a passé 1 an à en faire un bon amant. Ok. Du coup, donc cette personne-là il avait été éduqué par la pornographie et il avait une consommation raisonnée et contrôlée ou il était addict? Il était plus addict, il l'avait été. Et la fille était plus âgée que lui. Et je pense une des clés pour un jeune homme qui est accro au porno, c'est l'initiation par une femme mûre. En gros, le job d'une femme mûre, mais mûre, c'est pas 50 piges, hein, c'est 30 ans quand t'en as 20, hein, c'est plus âgé que toi. C'est quand même beaucoup l'initiation. C'est marrant parce que je viens de retrouver un exemple. C'était un gars qui était accro au porno et qui avait réussi à être dans une relation amoureuse. Et en fait, quand il était dans le lit avec la fille, il avait plus le même désir parce qu'il s'était trop masturbé. Du coup, il éjaculait pas. Les filles sont toujours un peu inquiètes quand les mecs n'éjaculent pas. Elles ont l'impression qu'elles sont pas assez bien. Je pense qu'elles se trompent de débat. Il éjaculait pas et il n'avait pas la même attention pour elle que s'il avait faim. Et par la force des choses, il s'est rendu compte que 2 jours avant, il fallait pas qu'il se masturbe pour pouvoir donc être opérationnel. Et ça a contribué à son arrêt. Donc, le plus dur, ça a été de le faire arriver dans la vraie vie, ça tu t'en doutes, dans une action pour rencontrer quelqu'un. Mais en fait, quand ils ont le choix entre une vraie nana et leur écran, ils préfèrent la vraie nana. Après, il y a le problème que tu as tout à fait évoqué au début, c'est avoir une sexualité qui n'est pas traumatisante. Et c'est là où l'homme qui est encore assez jeune peut utiliser comme prétexte, tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience. Ce qui est vrai en soi. Et il va peut-être falloir que tu me guides un peu. Et du coup, la fille aura une posture plus ouverte. Enfin, voilà, je rejoins ce qu'on avait dit au début, parce qu'il faut bien leur donner des raisons d'espérer à tous ces garçons, tous ces hommes. Parce que visiblement, ils n'ont pas 60 ans, tes coachés. T'en as qui ont 60 ans? Les plus âgés, ils ont quel âge? 40? 50. 50. Ah, jusqu'à 50 quand même. Ouais, ça va pas au-delà. Après, je pense qu'il y a probablement aussi une sorte de libido qui descend. Hein. Ah oui, après, la libido qui descend, devant le porno, c'est rare qu'elle descende. Hein. Devant le porno, tu as tellement de stimulation que c'est facile pour un mec de 40-50 ans de se masturber régulièrement. Chose qu'il n'arriverait peut-être pas à faire si il avait juste son imagination pour le faire. Visiblement, un bon petit porno peut peut-être réveiller des ardeurs défaillantes. Tu me parlais d'impuissance, on en retrouve de l'impuissance. Aujourd'hui, les chiffres montrent qu'on n'a jamais vu autant d'hommes qui se plaignaient de problèmes de troubles érectiles. Et ça, c'est causé par les troubles érectiles induits par le porno qui rend énormément d'hommes, comme moi je l'ai été aussi, impuissants à cause d'un conditionnement à la masturbation devant du porno. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va taper dans le masculin. L'homme, voilà, je suis devant une femme et j'arrive pas à bander. Putain, merde, je suis pas un homme, quoi. C'est pour ça que les thérapies comportementalistes ne marchent pas toujours. Parce que souvent, tu remplaces ça par autre chose. Et c'est pour ça que le travail de fond que tu proposes me semble beaucoup plus adapté. Ce que tu dis bien, c'est un accompagnement qui se fait sur quelques mois, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Entre quoi, 6 mois et combien de temps il te faut? Non. Moi, il me faut 3 mois pour pouvoir partager et enseigner la méthode que j'enseigne pour pouvoir ensuite structurer vraiment son sevrage pour être complètement autonome dans sa libération au porno et la masturbation. Et tu les accompagnes toutes les semaines à peu près? Ouais, c'est ça. En général, on fait un petit point chaque semaine pour faire le point sur la semaine passée et établir aussi des objectifs, définir des objectifs, établir un plan d'action, suivre des actions concrètes. Je reçois pas mal des clients à moi qui se plaignent souvent de certains professionnels avec qui le traitement ou les consultations durent trop longtemps parce qu'ils sont souvent dans la théorie, dans le je papote,
je papote et il n'y a rien de concret à mettre en place. Mais en tout cas, c'est ça que j'enseigne, c'est des actions concrètes à suivre pour provoquer du changement. On fait le même boulot parce que moi, je leur donne des actions à mettre en place aussi, en fonction de leurs problématiques, jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne personne. Et le problème, c'est que s'ils arrivent avec derrière des vieilles casseroles, ça va prendre plus de temps pour moi. Ouais. Et puis aussi, il faut toujours compter avec la résistance humaine qui fait que quelqu'un, finalement, n'a pas forcément envie d'aller voir ce qui se cache derrière son addiction au porno. Parce que ça les confronte trop. Ah oui. Et tu as déjà dû tu as déjà dû vivre ça, non? Ah oui, bah, clairement. Clairement, j'ai déjà vécu. D'où l'importance pour moi de vraiment cadrer aussi les choses dès le départ, parce qu'il y en a qui sont très perfectionnistes, et qui n'assument pas la rechute, par exemple, et qui sont très soucieux de faire de l'abstinence complète. Faire bien. Ouais, c'est ça, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Et ça, dans l'addiction au porno, si on fonctionne de cette manière, c'est mort. C'est impossible de pouvoir, parce que la rechute fait partie du processus. La rechute permet d'apprendre des choses sur soi. Et si on n'est pas prêt à faire face et à se sentir bien vis-à-vis de ça, eh ben, on peut s'en libérer sur quelques semaines, quelques mois, mais on ne peut pas tenir toute une vie dans cet état d'esprit-là. Je propose qu'on s'arrête là. Je pense que c'était déjà bien riche, que ça va donner envie, je pense, aux personnes qui regardent ma chaîne d'aller voir la tienne, si elles sont concernées ou si elles ont des hommes dans leur famille qui sont concernés. Je mettrai bien sûr un lien vers ta chaîne. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en conclusion? Bah écoute, je voulais te remercier surtout. Merci Bénédicte de m'avoir accueilli sur ta chaîne. C'est vrai que cette discussion en tout cas a été très enrichissante pour moi. C'était vraiment super. Et puis j'espère en tout cas que ma communauté aimera un peu les conseils que tu leur as donnés. Et je suis contente que tu aies accepté parce que je suis contente de proposer un angle différent, que l'homme qui se masturbe n'est pas forcément une espèce de brute lubrique, c'est souvent un homme triste qui aimerait autre chose de sa vie. Et ça va peut-être permettre à mes coachés, quand elles découvrent que leur partenaire se masturbe et qu'elles arrivent à dire « il se masturbe, vous vous rendez compte, il n'est pas normal », d'être un peu plus tolérantes. Totalement. Quand on voit jusqu'où ça peut aller. Donc merci à toi. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Bénédicte. Merci à toi. Salut.